12e physicien français récompensé par le prestigieux prix Nobel. Peut-on dire, selon vous, qu'il y a une façon de faire de la physique à la française? Il y a une école française de physique qui a ses particularités, avec, moi je dirais, dans mon domaine, une formation. Il y a eu l'école Friedel, l'école Nausière, une façon de mélanger expérience et théorie, qui m'a été profitable. Par exemple, je suis aussi bien expérimentateur et un peu théoricien. C'est peut-être ça, c'est peut-être un caractère typiquement de l'école française. Le jury du prix Nobel vous a récompensé avec Peter Grünberg parce que vous avez découvert, en 1988, un nouvel effet de physique fondamentale qui s'appelle la magnétorésistance géante. Comment vous pourriez nous expliquer simplement? Je vous explique. J'ai bien apprécié que vous disiez physique fondamentale. C'est-à-dire que je n'ai pas inventé le MP3 comme certains journalistes me le font dire. Donc, ce phénomène de magnétorésistance géante est observé dans ce qu'on appelle des multicouches magnétiques. Ce sont des millefeuilles composées d'un empilement de couches de métaux différents, un métal magnétique, le fer par exemple, et un métal non magnétique comme le chrome, avec des épaisseurs très très fines, quelques distances atomiques, c'est-à-dire l'ordre du nanomètre. Et la propriété de magnétorésistance géante, c'est le fait que, en présence d'un champ magnétique, ce millefeuille devient beaucoup plus conducteur de courant électrique. Et alors l'origine, c'est l'influence du spin sur la mobilité des électrons dans les couches magnétiques. Ça c'est l'origine. Les applications, elles sont diverses, mais en particulier l'application la plus connue, la lecture des disques durs de nos ordinateurs. Je peux directement passer à cette technologie. En fait, dans un ordinateur, vous avez dans la tête de lecture ce type de multicouche, ce type de millefeuille qui se balade à la surface du disque. Et les inscriptions magnétiques génèrent un petit champ magnétique, et quand la tête de lecture passe sur une inscription, le courant électrique passe beaucoup plus facilement dans le millefeuille, dans la couche magnétique, et on détecte l'inscription. Conséquence, avec la sensibilité de la magnétorésistance géante, la facilité avec laquelle elle détecte les champs magnétiques, il a été possible de détecter des champs magnétiques plus petits, donc des inscriptions magnétiques plus petites, et donc d'en mettre beaucoup plus sur le même disque dur, c'est-à-dire d'augmenter la densité d'informations stockées sur les disques durs par un facteur de 100, 200 actuellement. Votre découverte a débouché ensuite sur une vraie révolution dans le monde de l'électronique avec un nom de code, là encore très imagé, la spintronique. Est-ce que nous pouvons essayer de comprendre ou bien c'est réservé aux spécialistes? Non, on peut essayer d'expliquer. Donc, cette découverte de 88 a été une étape importante, précédée par beaucoup de physique fondamentale. On ne découvre pas quelque chose de nouveau sans une base théorique bien établie, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Et ensuite, cette découverte a déclenché beaucoup de recherches dans le monde, de recherches d'effets semblables liés à l'influence du spin sur la mobilité des électrons dans les corps magnétiques. Et d'autres effets se sont révélés. C'est devenu un domaine très vaste de recherche avec des milliers de chercheurs qui travaillent dans ce domaine, qui s'appelle la spintronique. Comme je l'ai dit, d'autres effets se sont révélés et il y aura des applications fantastiques. Actuellement, pour moi, la magnétorésistance géante, la GMR, c'est du passé. Je m'en moque un peu, et je travaille sur des voies très excitantes que je pourrais vous décrire si on a un peu de temps. Le spin, vous parlez toujours du spin. On peut commencer de la base, des racines de ces effets, de l'origine. Eh bien, c'est comme je répète, de façon pédagogique, l'influence. Alors, les électrons, ce sont des particules qui ont une charge et aussi un aimant, un petit aimant qu'on appelle le spin. C'est une conséquence de la mécanique quantique qui font que ces électrons ont ce spin. L'électronique classique déplace les électrons en agissant sur leur charge et ignore le spin des électrons. Par contre, la spintronique, l'idée de la spintronique, c'est simplement d'exploiter à la fois la charge et le spin des électrons. Et comment,
en plaçant sur le trajet des électrons des couches très fines de métaux magnétiques qui agissent qui filtrent différemment, en gros, les électrons dont le spin est parallèle à l'aimantation de la couche et le spin qui est en direction opposée. Voilà. L'origine, je peux maintenant vous la décrire si vous voulez. Donc, la base physique, c'est bien antérieur à la découverte de la magnétorescence géante. L'origine de tout ça? Alors, l'origine de tout ça, donc la base influence du spin sur la mobilité des électrons dans les matons magnétiques. Cela avait été suggéré par le prix Nobel anglais Mott avant la Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, ça a été le sujet de ma thèse. Et c'est pendant ma thèse, supervisée par Jan Campbell et dans le laboratoire dirigé par Friedel, qui était un grand nom de la physique française, j'ai pu démontrer que ça existait, que dans un métal ferromagnétique comme le fer, un métal aimanté, les électrons de spin parallèles à l'aimantation ou en direction opposée peuvent conduire très différemment le courant, qu'on pouvait même augmenter considérablement ce contraste entre les deux directions de spin en dopant le métal avec des impuretés sélectionnées. J'ai pu aussi développer un modèle qui s'appelle le Two Current Conduction Model, que je ne décrirai pas. Donc à cette époque-là, on avait même des expériences qui plus ou moins étaient basées sur le même concept que la magnétorescence géante. Mais à cette époque-là, c'est dans ma thèse était 70, pour passer directement à la magnétorescence et à la spintronique, il aurait fallu fabriquer des couches magnétiques aussi fines qu'1 nanomètre, ce qui était impossible avec les technologies de l'époque. Et donc, ces idées, moi j'ai travaillé sur d'autres directions, ces idées ont été j'ai mis ces idées au frigidaire. Hein, et par contre, au milieu des années 80, le progrès des technologies développées pour la microélectronique, comme des techniques de dépôt sous ultravite, ce progrès a permis alors de concevoir la fabrication de ces multicouches magnétiques, de ces millefeuilles avec des couches très fines, typiquement par exemple 2-3 atomes par couche. Hein. Donc un certain nombre d'équipes se sont mises à fabriquer ce genre de multicouches. Pas beaucoup, hein, les pionniers étaient peu nombreux, mais en particulier l'équipe de Peter Grönberg en Allemagne et mon équipe. Une étape importante, donc, ça a été aussi la découverte par Peter Grönberg que dans le système composé de couches de fer et de chrome, les couches de fer s'alignaient spontanément en champ nul avec des aimantations dans des directions opposées. Et qu'il suffisait alors d'appliquer un champ magnétique pour les mettre parallèles, ce qui permettait de passer d'une situation où une direction de spin était arrêtée par une couche, l'autre était arrêtée par l'autre, à une direction, au moins pour une direction de spin, les électrons se propageaient partout officiellement. Et donc, en 88, Grönberg d'un côté, moi de mon côté, avec mon équipe évidemment, et dans une collaboration entre Orsay et la compagnie Thomson, qui avait ses moyens technologiques importants, qu'elle avait mis à ma disposition, on a découvert l'effet de magnétorescence géante, c'est-à-dire une chute de 80% de la résistance électrique quand on passe de cette situation-là à cette situation-là. On dit que durant votre jeunesse, vous avez fréquenté Salvador Dali en Espagne. Est-ce que cette rencontre a pu avoir une influence sur vos travaux et sur votre carrière ? Non, cette rencontre a eu beaucoup plus d'influence sur Dali que sur moi. Non, je dirais non. Moi, c'était évidemment la jeunesse a une influence sur la vie de quelqu'un. Je me suis bien amusé pendant mes vacances à Cadaqués, mais par ailleurs, j'ai soufflé. Je participais à certaines fêtes que organisait régulièrement Dali, et j'ai soufflé quelques mots de mécanique quantique à Dali, qu'il a bien mélangé à des mots de psychanalyse pour faire un cocktail explosif. Il n'aurait sûrement pas renié le mot spintronique. Oui, si je l'avais connu à l'époque, je lui aurais soufflé. Hein. Et il serait plus célèbre que maintenant.
Il y a environ 20 ans, vous étiez déjà à la tête de votre laboratoire de physique des solides dans le campus d'Orsay. Oui, non, d'une équipe dans le laboratoire de physique des solides. Donc c'était un laboratoire du CNRS. Oui, oui. Et de l'Université Paris-Sud. L'Université Paris-Sud. Et vous vous êtes associé avec donc un industriel, Thomson CSF, aujourd'hui devenu Thales. Oui. Les applications industrielles de vos travaux n'ont pas tardé. Oui. Alors, d'abord, la découverte de la magnétorésistance a résulté d'une collaboration entre notre labo, mon équipe dans un labo universitaire, et la compagnie Thomson. J'ai rencontré un copain de Thomson, Alain Friedrich, dans une conférence sous les palmiers de San Diego, aux États-Unis. Et on a décidé cette collaboration, c'est-à-dire faire des études sur ces multicouches magnétiques grâce aux technologies dont il disposait à Thomson. Donc la collaboration avec Thomson a commencé en 85-86, a abouti à la découverte de la magnétorésistance géante, mais enfin, le succès de cette collaboration nous a amené en 95 à créer cette unité mixte CNRS-Thomson, qui est devenue CNRS-Thales. De façon plus générale, moi je trouve intéressant enfin, en France, bon, il y a un fossé quand même, il y a un problème important, c'est quand même la communication entre la recherche publique et fondamentale et la recherche des entreprises. Je dirais que si je prends l'exemple des États-Unis, la plupart des cadres de l'industrie ont un doctorat, un PhD, c'est-à-dire ont fréquenté au moins 5 ou 6 ans les labos universitaires, même plus, et donc sont très familiers de la recherche, du monde de la recherche, très familiers des universités, ils ont gardé leurs copains dans les universités. Et donc ça fait une interaction très facile avec une fluidité de transfert des connaissances. Et en France, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile. Au fond, vous savez que les deux communautés recrutent différemment. Souvent, les entreprises recrutent directement des élèves issus des écoles d'ingénieurs, peu familiers du monde de la recherche, qui ne font pas de thèse. Et donc, ça facilite pas les relations. Et de même, les universitaires, on les attire pas dans l'industrie. Le doctorat n'est pas très valorisé dans l'industrie. Il vaut mieux être polytechnicien qu'avoir un doctorat très brillant, hein, c'est clair. Donc il y a un fossé et il serait intéressant d'arriver à le combler. Moi, une façon de le faire, c'est de faire des projets communs, de subventionner des projets communs, ou bien de créer comme on l'a fait avec Alain Friedrich de Thomson, ces laboratoires mixtes. Nous sommes en 2007. Dans la vie quotidienne de tous les jours, où est-ce que nous pouvons trouver votre trace ? Dans la vie quotidienne, eh bien, les applications, comme on en a parlé tout à l'heure, une des applications les plus importantes de la magnétorésistance géante, ça a été la lecture des disques durs des ordinateurs. Donc, dans tous les ordinateurs, vous utilisez une découverte de 88 de Peter Grunberg à Jülich et Albert Fert et son équipe à Orsay. Et demain, quelles nouvelles applications pouvons-nous espérer voir aboutir ? Surtout que dans le domaine de l'informatique, il y a d'autres domaines. Eh bien, non seulement la lecture des disques durs va progresser avec d'autres phénomènes de spintronique, en particulier d'autres types de magnétorésistance géante un peu plus sophistiqués. On va encore multiplier par 10 rapidement les densités d'informations stockées sur les disques. Va apparaître aussi dans les ordinateurs. Dans les ordinateurs, il y a une mémoire massive et permanente qui est le disque dur, mais d'accès lent. 1 milliseconde pour accéder à un bit d'information, ce qui est trop lent pour le fonctionnement des ordinateurs. Donc quand vous allumez votre ordinateur, vous stockez une partie de la mémoire sur lequel que vous voulez utiliser dans des RAM à l'intérieur de l'ordinateur. Ce sont des mémoires à accès très rapide, la nanoseconde, mais qui sont volatiles. C'est-à-dire que dès qu'on coupe la tension, dès que vous éteignez, la mémoire meurt, ou bien encore, les 10 RAM, il faut les rafraîchir la mémoire
c'est-à-dire les reins enregistrés tous les millièmes de seconde, hein, à peu près. Et actuellement, il y a un nouveau type la Spintronic va produire, produire un nouveau type de mémoire pour remplacer les RAM éventuellement, qui est les Magnetic RAM, basé sur un autre effet de Spintronic qui s'appelle la TMR, cette fois, Tunneling Magnetoresistance, la magnétorésistance tunnel. Les premiers produits ont été mis sur le marché il y a 2 ans, pas encore très concurrentiels, ils ont simplement des applications limitées dans les ordinateurs, mais une nouvelle génération de MRAM se prépare qui va profiter vraiment des derniers progrès de la Spintronic concernant cette magnétorésistance tunnel et concernant aussi une voie tout à fait nouvelle de la Spintronic, c'est la voie des phénomènes de transfert de spin, une voie très importante actuelle de la Spintronic. L'histoire dit que Peter Grünberg, avec qui vous partagez aujourd'hui le prix Nobel, a été plus rapide que vous. Il a déposé un brevet qui l'a rendu très riche. Alors sans vouloir remuer peut-être de mauvais souvenirs, comment cela s'est-il passé ? Vous savez, quand on dépose des brevets, et puis si 2 équipes, la découverte a été faite à peu près simultanément, je crois même le même mois, hein, simplement des 2 côtés, on a rédigé des brevets et ensuite il y a le processus vers l'enregistrement. Grünberg a été Jülich a été plus rapide que l'équipe française, hein, que Thomson. Donc ils sont arrivés un peu en avance et ils ont eu, c'est comme aux Jeux Olympiques aux 100 mètres, il suffit de devancer l'adversaire de 1 centième de seconde et vous êtes champion olympique et le deuxième a simplement la médaille d'argent. Vous avez des regrets ? Non, moi j'ai pas des regrets, non, j'ai pas du tout j'ai des regrets pour les finances. Des organismes qui ont financé les recherches, c'est-à-dire Thomson et le CNRS. Pour moi, je trouve le métier suffisamment passionnant. Et puis je me suis dit, je vais me rattraper avec le prix Nobel. Et aujourd'hui, vous déposez des brevets Oui, et depuis, ça c'est le premier brevet qui a rapporté beaucoup, mais depuis on a déposé pas mal de brevets qui vont être aussi productifs. Hein. Lesquels, par exemple, si ce n'est pas indiscret ? Actuellement, il y a, sur certaines têtes de lecture d'ordinateur, on utilise les têtes à magnétorésistance tunnel, et là, il y a un brevet posé par Thomson au début, je crois, vers 91 ou 92, que les jurys sont en train de revendiquer, c'est-à-dire pour récolter des royalties sur les productions industrielles actuelles de ce truc-là. Je crois que vous êtes un passionné de rugby, mais vous êtes aussi un passionné de recherche, et vous avez toujours défendu les jeunes chercheurs. Comment voyez-vous l'avenir de la recherche française ? L'avenir de la recherche française, moi je dirais que la recherche française a souffert de manque de moyens certains, hein, d'où le mouvement des chercheurs. Donc c'est vrai que avec des moyens limités, je dirais que on sait quand même, on a réussi, la recherche française a une tradition et a une qualité certaine, hein. Malgré des moyens inférieurs à ceux des laboratoires japonais et américains. Actuellement, il se dessine quand même, premièrement, on promet il faudrait rapidement monter aux 3% du PIB, hein, c'est ça, il faudrait donc rattraper un peu le retard sur le plan purement financier. Et d'autre part, se prépare une certaine réorganisation. Moi, je considère que la qualité de la recherche française vient surtout, dans mon domaine, d'organismes comme le CNRS et certainement d'autres organismes contre l'INSERM qui ont su vraiment coordonner l'effort de recherche et avoir aussi une stratégie bien pensée et à long terme, hein. Donc je crois que le CNRS là, fait du bon boulot. Dans mon domaine, je ne suis pas au courant de ce qui se passe du côté des sciences humaines, hein. Mais dans le domaine des sciences dures, le CNRS fait du très bon boulot
pousse les équipes, les rapproche, provoque des collaborations, initie des réseaux. Il y a tout un travail de coordination qui est très intéressant. Alors actuellement, il y a aussi l'agence de recherche qui s'est créée. C'est une bonne chose et ça permet, c'est la carotte qui permet d'attirer, de vraiment faire faire un effort plus important à certaines équipes qui ont des projets intéressants. Mais c'est en général mais c'est pas le même type ça peut pas remplacer le CNRS au fond. C'est la carotte, c'est pas le bâton. Et puis l'agence de recherche, de par son fonctionnement, n'a pas une stratégie à long terme. Et ça peut pas tellement faire l'effort de coordination générale qui est celui d'organismes comme le CNRS. Donc je pense qu'il faut garder une importance importante, une grande importance au CNRS pour la coordination générale, la coordination avec l'Europe aussi, avec l'agence en parallèle pour pousser des projets particuliers. Et d'autre part, il faut... Où se fait la recherche? Elle se fait, la meilleure recherche se fait dans des laboratoires mixtes CNRS-Université, aussi dans quelques labos du CEA, qui sont très bons. Mais je dirais que dans cette collaboration CNRS-Industrie, l'industrie, CNRS Université, je dirais que le CNRS actuellement a les moyens de diriger la recherche et devient l'université. Les choses sont devenues de plus en plus difficiles. Si vous voulez, à mon époque, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais 3 fois moins d'heures d'enseignement que mes collègues d'aujourd'hui, mes jeunes collègues d'aujourd'hui, ce qui m'a permis vraiment d'approfondir mon domaine de recherche et ma matière d'enseignement et de devenir ce que je suis, quoi. Et actuellement, je vois mes jeunes collègues sont écrabouillés de tâches diverses. C'est très difficile avec ce type de fonctionnement d'être compétitif par rapport à des Américains qui ont 3 fois moins de charges d'enseignement dans les bonnes universités américaines. Donc je crois que là aussi, si on veut ne pas gâcher le potentiel énorme qu'il y a dans les enseignants-chercheurs, à côté des chercheurs du CNRS, il faut aussi leur donner plus de moyens. C'est-à-dire, peut-être pas dans les 80 universités, mais dans une douzaine d'universités d'excellence, donner aux enseignants-chercheurs, par des décharges d'enseignement, par des délégations au CNRS, par des échanges avec les chercheurs des CNRS, leur donner vraiment le moyen d'être compétitifs dans la compétition internationale. Je crois que si l'université sait se réformer de cette façon-là, à ce moment, la gouvernance entre université et CNRS peut être beaucoup plus équilibrée. Certains chercheurs ou certains politiques prétendent qu'il devient difficile de continuer à faire de la recherche fondamentale sans se préoccuper des applications industrielles. Quel est votre sentiment? Bon, je pense que à peu près tous mes collègues se préoccupent des applications industrielles. Actuellement, peut-être il y a 20 ans, il y avait une certaine idéologie après 68, ne pas fréquenter l'industrie, mais c'est des choses c'est du passé, ça. De toute façon, les projets européens, les projets de l'ANR nous ont appris à collaborer avec l'industrie, même si il y a une certaine difficulté en France. Certains secteurs industriels sont peu ouverts à la collaboration. Thales, traditionnellement, avait une très bonne recherche de Thomson CSF. Donc pour moi, je connaissais à Thales un certain nombre de personnes qui étaient docteurs, qui avaient fréquenté mon laboratoire. Et là, les relations ont pu être très faciles, mais ce n'est pas le cas dans un certain nombre de domaines. Permettez-moi de revenir au tout début de votre carrière où vous hésitiez entre le métier de chercheur et une carrière artistique. Est-ce qu'il vous arrive de regretter votre choix? Non, je ne regrette pas mon choix. Je crois que c'était... J'ai vu que... Non, ça marchait de ce côté-là. Ça n'aurait pas aussi bien marché de notre côté, quoi. Quand je revois, par exemple, l'idée que j'avais fait un petit film à peu près quand j'avais 20 ans. J'ai imité Troberman, j'étais un imitateur. On évoque parfois un désintérêt des jeunes pour les études scientifiques. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à un jeune qui hésite? Le métier de chercheur,
chercheur. Un métier d'avenir? Oui, métier de chercheur ou d'ingénieur, et les deux sont liés. Il faut pas faire la distinction comme on l'a fait en France. Aux États-Unis ou dans d'autres pays, c'est beaucoup plus mélangé. Non, je dirais que là, actuellement, avec les outils que nous donnent les nanotechnologies sont un outil. C'est simplement un outil qui permet aux chercheurs de fabriquer les structures à l'échelle intéressante, à l'échelle atomique, quantique, dans lequel on peut produire des effets nouveaux, qui n'existent pas à l'échelle macroscopique. Donc actuellement, je dirais que la recherche me semble plus excitante que quand j'ai démarré, où on observait la nature. Il y avait les matériaux naturels, on les observait. C'était pas l'observation des insectes par Cuvier, mais c'était presque ça au niveau des matériaux. Et actuellement, avec le pouvoir que l'on a, ce soit dans mon domaine, en chimie, en biologie, de fabriquer des structures totalement artificielles, ça donne un pouvoir à l'imagination du chercheur. Et ça, c'est très bon. C'est-à-dire le métier de chercheur est très créatif. Et donc, moi, je pense que c'est passionnant. Tout métier créatif est intéressant.